On est au théâtre communautaire de Lewiston. C'est le dernier endroit où Steven Purcell a été vu. Et les deux filles qui ont disparu, Christina Nelson et Brandy Miller, étaient dans les environs le soir de leur disparition en 1982. J'espère trouver des éléments de preuve, n'importe quoi susceptible d'incriminer un suspect dans ces affaires. J'aurais besoin d'une échelle. Je suis à l'affût de tout ce qui pourrait m'aider à résoudre ces enquêtes. C'est décidément assez grand pour cacher un corps, même pour en cacher plusieurs avec un peu d'ordre. J'essaie de garder l'esprit ouvert et d'analyser tout ce que je vois pour trouver d'autres pièces du casse-tête. Les gens parlaient beaucoup de cette pièce. Ils en parlaient comme d'un endroit idéal pour cacher quelqu'un dans la pierre. Pour garder quelqu'un prisonnier sans que personne l'entende. Si seulement je pouvais trouver les restes de Steven Purcell. Sinon, tout ce qui pourrait nous indiquer ce qui est arrivé à ces gens et qui a fait ça, pour trouver le responsable de leur disparition. Qu'est-ce qui vous frappe le plus à propos de ces affaires? D'après vous, quelqu'un s'en est tiré avec un meurtre? Bien sûr que quelqu'un s'en est tiré avec un meurtre. On a 3 corps et 2 personnes disparues depuis 35 et 37 ans. Quelqu'un est forcément responsable de ces morts et de ces disparitions. Une fillette ne disparaît pas sans laisser de traces. Puis en 1981, le corps charcuté retrouvé dans la rivière. Trois meurtres sans le moindre indice. Celui qui a fait ça était drôlement doué en la matière. Cette même personne, le principal suspect, selon moi, était toujours dans les environs, juste là, depuis le début. J'ignore si la police a cru, parce qu'il faisait partie du décor, qu'il n'était pas suspect, que ce n'était pas lui, car ça aurait été trop évident. Ce n'est pas un hasard qu'il soit impliqué dans toutes ces affaires. Chaque fois, on sait qu'il était dans les environs, sur place ou en contact avec les victimes. Il est toujours libre. Il marche librement dans les rues. Et je prie pour qu'il ne fasse pas d'autres victimes. Il a eu de la chance jusqu'à maintenant.
Le FBI a profilé le présumé responsable des homicides du théâtre communautaire. Il a dressé une liste de 15 caractéristiques. Sur les 15, notre personne d'intérêt en avait au moins 10. Pour moi, on tenait notre suspect. Je trouve ça très éclairant d'entendre le ton et l'inflexion de sa voix. Je ne l'avais pas écouté depuis quelque temps. Et ça change la perspective d'entendre sa voix plutôt que de lire ses mots sur papier. Il dit que le film a fini à 23 heures, pour préciser l'heure. Mais on a su plus tard que le film avait duré plus longtemps. Jusqu'à minuit, en fait. Ce qui contredit sa version. La copine de Steven l'a déposé à minuit, on en est sûr. Et le film du suspect ne s'est pas terminé à 23 heures, mais à minuit. Donc s'il l'a regardé jusqu'au bout... Il n'est pas retourné au théâtre avant minuit. Oui. Juste avant que Steve arrive. Oui. On doute sérieusement que le principal suspect n'ait ni vu, ni entendu, ni les deux filles, ni Steve au théâtre ce soir-là. C'est tout simplement impossible. Il aurait entendu le téléphone sonner, mais n'aurait pas répondu, comme s'il essayait de démonter la preuve. C'était sans doute sa femme qui tentait de le joindre. Peut-être. Ou quand il est rentré, elle a dit « Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu ». On avale difficilement la partie de l'histoire où il se serait endormi au théâtre, sans rien voir ni entendre, et serait rentré chez lui à l'aube. Sa femme a dit que ça ne lui était jamais arrivé avant, depuis qu'ils étaient ensemble ou mariés. Puis, en route vers chez lui, il a réalisé que sa femme serait déjà partie avant qu'il arrive. Donc il a fait demi-tour pour retourner au théâtre. Ce qui expliquerait qu'on l'ait vu arriver au théâtre vers 5 heures du matin. Peut-être pour vérifier qu'il avait tout nettoyé. Il y a beaucoup de contradictions. Ça ne colle pas. Pourquoi? Pourquoi tous ces mensonges? Je crois que je vais aller sur place pour faire le trajet et dresser ma propre ligne du temps pour voir combien de temps il faut pour aller du point A au point B. Ça pourrait aider. Oui. Je crois que ça me donnera une meilleure idée de la réalité par rapport à ce conte de fées.
Quand on se penche sur les déclarations de la personne d'intérêt à la police, que l'on constate le degré d'incohérence, tout porte à croire, à mon avis, que c'est inventé. Oui, il est sorti ce soir-là. Et oui, il était au théâtre. Mais son histoire est si compliquée qu'à mon avis, il ne dit pas la vérité. Aujourd'hui, je vais faire la route à pied pour reconstituer le trajet que les filles auraient pu emprunter ce soir-là. Je veux voir où elles étaient vulnérables et où elles ne l'étaient pas, du moins du point de vue du suspect. J'ai noté la chronologie et je l'ai emmenée avec moi pour donner un sens à la version du suspect, à celle des témoins, et comprendre les contradictions et les incohérences. Que s'est-il passé? Il y a des blancs, notamment le moment où les filles ont disparu. Je suis presque certaine que leur histoire s'est finie ici, au théâtre. Mais je vais partir de chez Brandy Miller sur la 6e avenue, à quelques pâtés de maison. On croit que les filles ont marché vers le centre-ville, qu'elles sont passées près du théâtre et que le suspect les a attirées à l'intérieur. Alors, je voulais savoir si ça avait du sens de marcher de chez Brandy à chez Christina et par où elle serait passée pour aller en ville. Brandy serait sortie de là, par l'escalier, et l'appartement de Christina était juste là. Elle serait partie de cette intersection. Christina a laissé un mot à son copain disant qu'elles allaient au supermarché. Et le plus logique, pour aller en ville, serait d'aller par là, plutôt que dans cette direction. Il y a un raccourci par là. Et ceux qui connaissaient Christina à l'époque ont dit qu'elle le savait et qu'elle passait par là pour aller en ville. J'avais toujours cru que les filles étaient passées devant le théâtre en allant en ville. Mais je réalise que ça n'aurait eu aucun sens, car il aurait fallu longer la 6e avenue et faire tout ce détour. Pourquoi prendre la 6e avenue si elles pouvaient passer par là? Faire le trajet donne un autre point de vue. J'aurais pu me contenter de la carte. Mais en marchant, je comprends mieux le temps que ça prenait. Marcher de chez Brandy à chez Christina, puis jusqu'ici, a été très rapide. C'est dans ce stationnement que se trouvait le Red Baron. À en croire le suspect, il est arrivé là entre 21h et 21h30. Il était donc là quand les filles sont passées par ici. L'immeuble de santé publique, juste là, et l'ancien supermarché. Ils sont pratiquement l'un en face de l'autre. Je crois que le suspect les a rencontrés par ici. Je n'ai pas encore vu l'escalier menant au théâtre. Si le suspect les a invités à passer au théâtre sur le chemin du retour, elles sont peut-être passées par là pour aller au théâtre. Je vais y aller et essayer de trouver l'escalier. Je crois que c'est par là. Oui, par là. Hé, petit chien! Oui, voilà le passage. Il y a beaucoup d'herbes. Les marches sont enfoncées de ce côté. Je vais passer par là.
Je ne les imagine pas ici. On se croirait dans un film d'horreur. C'est effrayant. Et voilà, la scène du crime. J'ai fait le trajet et examiné les options. J'en conclus qu'elles ont sans doute fait le même trajet que moi pour aller au supermarché. Et qu'elles seraient donc passées devant le Red Baron. On sait que le suspect était aussi dans les environs. Il prenait peut-être une bière, il les a vus passer, il les connaissait, et il a vu l'occasion. Ou il les a croisés en voiture, a offert de les ramener et les a attirés au théâtre. Elle lui faisait confiance et elles l'ont suivi. Et ce fut une erreur fatale. J'ai réalisé quelque chose récemment, après le nettoyage de cette partie, depuis la condamnation du théâtre. J'ai remarqué, en voyant mieux ces fenêtres, qu'elles étaient très grandes et près du sol. Elles ne sont pas très visibles à cause de cette clôture et de cette autre qui va jusque-là. Bref, si quelqu'un avait voulu charger des corps depuis le théâtre, ça aurait été l'endroit idéal. Le suspect a dit qu'il avait conduit sa voiture derrière le théâtre pour charger des outils plus facilement. Je crois qu'il tentait d'expliquer la version de témoins potentiels qui auraient vu la voiture se déplacer jusque derrière le théâtre vers minuit ce soir-là. Il conduisait une Camaro or. Je serais curieuse d'examiner l'intérieur et le coffre de cette voiture. On trouverait peut-être encore des preuves, grâce au progrès et à l'ADN, si on ratissait la voiture pour trouver des indices reliant le suspect à ces crimes. On peut toujours spéculer, mais les hypothèses ne mènent nulle part en cours. Il nous faut des faits et des preuves. Bonjour, Sean? Oui. Jackie Nichols. Enchanté. Pareillement. Je suis là pour la Camaro. Vous permettez? Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est très apprécié. C'est embêtant, car c'est une superbe voiture, très bien conservée et dont on a visiblement pris grand soin. Mais elle a peut-être servi à un horrible crime. Elle est dans son garage depuis qu'il en a hérité d'un proche, qui la gardait dans un garage. Bref, elle n'a pratiquement pas servi depuis, pas roulé, ni servi à personne. Si on trouvait quelque chose dans cette voiture, une preuve matérielle reliant Brandy Miller ou Christina Nelson à notre personne d'intérêt, par exemple des traces d'ADN dans sa voiture, ce serait une énorme percée. Car c'était sa voiture, et elles n'y sont soi-disant jamais montées. Alan Johnson a examiné le véhicule dans les années 90, mais on n'avait pas les tests d'ADN à l'époque.
Alors, je vais refaire le test du luminol pour voir les taches et les écouvillonner. C'est de la lumière ultraviolette qui montre les fluides corporels. Je ne vois pas de sang. Je ne m'intéresse pas aux taches orangées. Ce sont des traces de rouille. Mais il y a des taches plus claires de ce côté, comme de la peinture en aérosol. Voyons voir. Il y a un cheveu. Trouver un cheveu lié à ce crime serait assez improbable. On ne sait jamais. En pratique, c'est encore une scène de crime. La voiture pourrait contenir des preuves de milliards de choses. Mais elle pourrait aussi contenir des preuves du crime qui nous intéresse dans cette affaire. J'ai l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin, mais c'est la nature de ce travail. Je garde espoir, car on continue de résoudre de très vieux crimes. Et j'aimerais pouvoir en dire autant d'une de nos enquêtes. Il y a eu 5 disparitions dans la vallée, dans les environs de Lewiston. 3 le même soir, au théâtre communautaire. Une autre dans l'État de Washington. Une fille disparue en allant chez une amie. Et finalement, cette affaire un peu différente. Un cas sordide de démembrement. 4 sont clairement reliés. Mais la 5e, le démembrement, je n'en suis pas si sûr. Le modus operandi est différent. Le lieu de la disparition aussi, sans compter la façon dont on s'est débarrassé du corps. Complètement différente. Dans les 3 premiers cas, Christina White, Christina Nelson et Brandy Miller, je suis persuadée qu'on a le bon suspect. L'affaire Kristen David est très différente, notamment par la façon dont on s'est débarrassé du corps. Très, très différente. C'est pourquoi je voulais l'avis d'un expert en la matière, pour comprendre s'il y a des constantes chez ce genre de meurtrier et à quoi ça rime. Je ne sais pas, ce n'est pas mon champ d'expertise, mais j'aimerais en savoir plus. Bonjour. Bonjour. Pete? Enquêteuse Nichols? Oui. Je voulais vous parler car vous avez participé à l'enquête initiale. Tout a commencé un 4 juillet, quand on a trouvé les restes humains à une dizaine de kilomètres en aval. On ignorait ce que c'était, car ils étaient enveloppés. Ils étaient bien enveloppés, ficelés comme chez le boucher dans du papier, ou plutôt... Ils étaient soigneusement emballés, comme pour éviter de laisser des indices dans un véhicule. D'après vous, c'était l'œuvre d'un résident du coin ou de quelqu'un de passage? Je crois que si quelqu'un d'ailleurs l'avait tué, il se serait débarrassé du corps et serait parti, sans craindre qu'on le soupçonne de quoi que ce soit. Une personne du coin se serait donné plus de mal pour faire disparaître la preuve. J'ai sorti le rapport d'autopsie pour vous le montrer.
Super. C'est le rapport décrivant l'affaire. Je voulais vous demander si les incisions et les amputations, si en les voyant, si elles donnaient des indications sur le degré de compétence du meurtrier. Vous croyez qu'il avait des connaissances médicales ou que c'était peut-être un chasseur? À mon avis, c'était peut-être un boucher, ou du moins un chasseur, qui savait comment dépecer des animaux. Vous croyez qu'une scène de crime pareil, une scène de démembrement, serait très sanglante ou parce qu'on l'a tué avant, qu'il y aurait eu moins de sang? Il y aurait eu beaucoup de sang. Oui. On croit que le meurtrier avait un endroit, une cabane ou autre chose, qu'il aurait pu nettoyer sans éveiller les soupçons. J'ai vu d'autres cas de démembrement. Et les gens qui font ça sont des animaux d'une autre espèce. Pensez à tout ce qu'il faut pour dépecer un corps. Il faut un endroit, il faut du temps, les moyens, l'équipement. C'est extrêmement macabre. Je crois qu'il est raisonnable de penser qu'il y a eu 2 tueurs dans la vallée. L'affaire Kristen David est toujours non résolue, comme les autres. Car le temps a passé et on n'a jamais trouvé assez de preuves pour arrêter qui que ce soit ou cerner un véritable suspect. Il y a eu plusieurs personnes d'intérêt. Il y a eu plusieurs tueurs en série au pays, qui seraient même passés par ici à l'époque. Mais faute de preuves et d'un vrai suspect, l'affaire n'a jamais été résolue. Je suis en route vers Genesee pour rencontrer un dénommé James Archibald. C'était un agriculteur du coin qui s'est manifesté peu après la disparition de Kristen David. J'ai lu sa version dans les rapports, mais je voulais le voir en personne pour savoir ce qu'il avait vu exactement. On ne sait jamais le genre de détails qu'on peut tirer d'une nouvelle rencontre. Potentiellement la clé pour faire débloquer une enquête. Vous pouvez m'indiquer où ça s'est passé? Ça a changé, mais... Ça a changé, mais c'était à une centaine de mètres sur la droite. D'accord. Je roulais et j'ai vu une fourgonnette sur l'accotement. Une fourgonnette brune arrêtée sur le côté. Elle avait une plaque de l'Oregon. Un type marchait vers l'arrière et en m'approchant, j'ai vu une femme blonde sur la route. La roue arrière du vélo tournait encore. On aurait dit qu'il l'avait renversée, qu'il l'avait plaquée avec sa fourgonnette. Elle ne bougeait pas du tout quand je suis passé. Et il souriait à pleines dents en marchant vers l'arrière de la fourgonnette. Alors... Vraiment? Oui. Elle gisait sur le sol? Oui. J'ai cru qu'elle était inconsciente et qu'il avait fait marche arrière pour l'aider. Donc je suis rentré chez moi par cette route. Je suis rentré et j'ai appelé les secours pour les prévenir, pour qu'ils aillent la chercher. Un peu plus tard, un type m'a appelé en rouspétant pour me dire qu'ils y étaient allés, mais qu'il n'y avait ni fourgonnette, ni vélo, ni rien. Alors, on a fait un portrait robot du type, mais je n'ai pas bien vu son visage, car il détournait le regard. C'était pas évident. Il faisait moins d'1,80 m et n'était pas très costaud. Environ 70 kilos.
Il devait avoir entre 25 et 35 ans à l'époque, donc 60 ou 65 ans aujourd'hui, s'il vit toujours. Oui. Je me suis souvent demandé depuis si j'avais fait demi-tour, s'il aurait menti et pris la fuite, ou si j'aurais fini comme elle. Dommage qu'on ne l'ait pas arrêté, mais Dieu va s'en charger. C'était intéressant d'entendre ce que M. Archibald a vu ce jour de 1981. Mais ce témoin a donné une description assez détaillée de l'homme à la fourgonnette. Et sa description ne correspond pas à notre personne d'intérêt dans les autres affaires. Ce qui nous ramène au nœud du problème dans cette enquête, des années plus tard. Le manque de preuves matérielles. Jackie et les autres enquêteurs croient qu'un même suspect serait lié à au moins 4 affaires non résolues, sinon 5. La dernière affaire est dans une classe à part. Le modus operandi n'était pas le même pour Kristen David. Jackie fait exactement ce qu'il faut dans les cas en série. Une même personne est-elle liée aux homicides de Lewiston et d'Assoton ou à d'autres crimes au pays? Quel lien entre chaque victime? C'est important, car on ne veut pas s'y perdre. Il faut se concentrer sur les faits et sur les liens potentiels entre eux. D'où l'importance de ne pas s'en tenir à la personne d'intérêt ici, dans la vallée. Du moins, dans l'affaire Kristen David. Je me prépare à aller dans le comté de Wallowa, en Oregon. Je dois garder l'esprit ouvert, examiner les faits, voir où ils mènent et suivre ces pistes. Dans ce cas-ci, l'affaire Kristen David, je vais voir un camp de chasse ayant appartenu à un dénommé Harry Huntman, un homme qui avait des antécédents d'agression sexuelle et de meurtre de femmes dans la région. Je vais l'étudier de plus près. Harry Huntman était un sociopathe, un meurtrier de sang-froid, dérangé psychologiquement. À l'été 1968, il était étudiant. Il vivait dans une chambre au sous-sol de l'immeuble d'habitation de son père. Il a tué Donnelly Evans. Il a tué et violé brutalement une fillette de 11 ans. La police a trouvé la petite face contre terre dans un débarras avec une balle dans la tête. La traînée de sang dans le couloir menait droit à l'appartement où vivait Harry Huntman. Il a plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale et il a été incarcéré, ou plutôt confiné, à l'hôpital St. Elizabeth de Washington, D.C. 5 ans plus tard, à Noël 1973, il s'est enfui. Il s'est réfugié à Hell's Canyon, en Oregon, un des coins les plus reculés des États-Unis, à la frontière de l'Idaho et de l'Oregon. À mon avis, Harry Huntman pourrait être un suspect potentiel dans votre affaire. C'est à cette époque qu'il est arrivé dans le Pacifique Nord-Ouest et d'après ce qu'on sait, en passant par Washington et l'Idaho. En 1989, il a agressé et tenté d'enlever une ex-petite amie. Il a cogné à sa porte
et il l'a frappée avec une matraque électrique. Il l'a traînée dehors, mais des voisins sont intervenus. Quand la police est arrivée pour l'arrêter, elle a trouvé des menottes, une arme chargée et des entraves. On sait qu'il avait plusieurs véhicules, dont des fourgonnettes. On a trouvé le corps de Kristen David démembré. Donc celui qui a fait ça avait un endroit pour le faire. Ça aurait pu être une fourgonnette, mais encore aurait-il fallu la garer quelque part à l'abri des regards. Ce serait l'endroit idéal pour commettre un crime aussi macabre que le meurtre de Kristen David. Oui, sans le moindre voisin, personne pour entendre crier, ni pour entendre des coups de feu. C'est très isolé. Hell's Canyon, sur la frontière de l'Idaho et de l'Oregon, est un endroit pour avoir la paix. C'est tellement isolé qu'on n'a pas à se soucier d'être dérangé. Malgré tout, Harry Hantman avait clôturé toute sa propriété. Ses voisins n'avaient pas apprécié la clôture à mailles autour du terrain et ils s'étaient plaints aux autorités car ils trouvaient ça bizarre. Bien. On y est. Oui. Ça n'a pas changé? Seigneur, on pourrait crier longtemps ici sans n'être jamais entendu. Après vous? D'accord. Les dames d'abord. C'est solide. Oui. Je vois le camp. Oui, je vois le toit. C'est quand même fascinant qu'un tueur en série ait possédé ce terrain, qu'il ait eu toute cette propriété clôturée à son entière disposition. Ouais. Le nombre de victimes potentielles. Incroyable. C'est fascinant de revenir. C'est en bon état, un peu détérioré depuis la dernière fois. Wow! Regardez cette porte. C'est du solide. Oui. On dirait une forteresse. Oui. Tout en métal. On se croirait à Fort Knox. C'est incroyable. Toutes les portes et fenêtres sont cadenassées. Ça pouvait aussi bien servir à enfermer des gens qu'à les empêcher d'entrer. Quand je suis venu en 1993, un collègue m'a dit qu'il y avait une trappe par laquelle on ne pouvait pas entrer, mais il y a soi-disant une trappe sous la cabine par laquelle il aurait pu s'échapper en cas de besoin. C'était un fugitif, alors les autorités auraient pu surgir à tout moment. Oui, c'était un fugitif de carrière. Cet endroit est si isolé et sécurisé qu'il aurait pu garder une victime comme Kristen David. La garder... Indéfiniment. Et en faire ce qu'il voulait. La garder ici indéfiniment. Ça fait plus de 24 ans. C'est fascinant de revenir et de jeter un regard neuf sur les possibilités, les horreurs qu'il aurait pu commettre ici. C'est un camp de chasse isolé dans les canyons. Ça aurait été le paradis d'un tueur en série. J'ai vu un bout de sac poubelle sortir de terre. Tout le monde a des sacs poubelles sur son terrain. Alors en trouver un ici n'a rien d'extraordinaire en soi. Mais puisque les restes de Kristen David étaient emballés dans du papier journal et des sacs à ordures,
Il est en lambeaux. Mais il faut beaucoup de temps à ces sacs pour se décomposer. Je vais fouiller un peu. Il y en a d'autres morceaux. On pourrait probablement les analyser. Mais j'ignore où sont les sacs dans lesquels les restes de Christine ont été retrouvés. Ni même s'ils existent encore. Alors je devrais me contenter de leur description. Ce qu'on veut connaître dans l'affaire David, c'est le coupable. Qui a commis cet horrible crime? Et le moindre élément de preuve ici pourrait indiquer qu'Harry Antman est le meurtrier. Tant qu'on ne l'aura pas écarté, c'est une bonne piste. Ce n'est peut-être pas lui, mais si c'est lui, c'est ici que ça s'est passé. Les tueurs en série adaptent leurs crimes pour ne pas se faire prendre. Ils changent leur approche. Ils ne laissent pas les corps au même endroit. Mais le fantasme et le modus operandi restent les mêmes. Quand on croit avoir affaire à un tueur en série et qu'on fouille son passé, il faut se pencher sur tous les endroits où il a habité depuis son enfance jusqu'au moment présent pour savoir où ils ont vécu et tout ce qui s'est passé dans les environs. Je crois que le suspect a été impliqué dans ces affaires longtemps avant d'arriver à Lewiston. Il a un passé plutôt troublant. Ils sont obsédés par ce qu'ils font. Et ils sont incapables d'arrêter. C'est une véritable obsession.